Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Ook zijn fanchan. Stop armoede. Amaña Huachacay Cachuncho. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, mais alors vous m'arrêtez pas après, hein. C'est la cause de la paix, c'est la cause de la misère. Nosotros tenemos que ser todos iguales. Y para que haya igualdad, pienso que tenemos que romper el silencio. Muchas de las iniciativas que se toman frente al problema de la pobreza en general no tienen en cuenta la voz y la experiencia de estas personas. Sería magnífico comunicar lo que decimos aquí porque así no se queda encerrado, encarcelado todo. Ils sont barrés que pour nos masses pauvres là, on va toujours trouver humiliation. Ça, tout le monde domine moi. Et il va agir de vaste conscience. Il faut que vous réfléchissiez un peu, et conscience à tête. Eso nos exige pues tener una actitud de reflexionar sobre tu propio recorrido de vida frente a preguntas como ¿qué significa vivir bajo el miedo o vivir bajo el silencio, sentirse humillado? Partir de tu propia experiencia, tanto para las personas que han vivido la pobreza y las otras que no, pienso que necesita cierta interiorización y reunir condiciones donde cada uno se sienta cómodo. No podemos ser indiferentes a la humillación que viven otros vecinos. No podemos quedarnos callados. El tiempo en los barrios, al encuentro de las familias y el tiempo de nuestras presentaciones personales fue un tiempo que nos permitió construir una confianza y decirnos quiénes somos juntos, para después poder abordar cuestiones quizás más íntimas, más difíciles. En esta Plaza de las Libertades, de los derechos del hombre y del ciudadano, doy testimonio de vuestra vida.
Hay que tomar en cuenta, ¿no?, el ritmo del trabajo, darse el tiempo de sentir cómo cada uno verdaderamente se siente partícipe y constructor de ese conocimiento que en Cuarto Mundo queremos emerger. No tenemos estudios o recursos, o se nos hace de menos por no tener un aporte académico, ¿no? Pero sin embargo, trabajando juntos en estos cruces de saberes, vemos que tenemos cantidad de cosas que aportar. Esta palabra que me gasta tanto, me malgasta tanto, que me dan ganas de morir, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Debe haber situaciones de mucha gente en situación de extrema pobreza que cada día debe sentir que es una lucha cada vez más fuerte y que a veces deben sentir tal cansancio que dicen ya me quiero morir. Entonces si alguien dice quiero morir, algo está mal, y contra eso hay que luchar. Entre militantes, solamente con mirarnos a los ojos nos comprendíamos, sabíamos del sufrimiento de la otra persona. Muchas veces el trabajar en grupos con distintos niveles social o académico, pues hace que uno se ponga en el lugar del otro. Para sentirlo no se podría explicar. Es como una mirada de te comprendo porque lo he vivido yo. Permitir a estas personas expresarse, ¿no?, es posible si hay ciertas condiciones. La capacidad de escucha es importante. Un espacio en el cual ellas solas puedan, a partir de esas experiencias, construir su propia reflexión, su propio conocimiento. El saber que son escuchados y lo que dicen va a ser respetado. Una de las participantes decía que nadie había dudado de lo que habían dicho. O sea, esa confianza es importante. Yo como militante escuchaba a un aliado de Cuzco que tenía un proyecto para él súper importante y estaba súper ilusionado con ese proyecto. Era el conseguir los derechos del niño trabajador. Para mí esto era una cosa completamente ridículo, fuera de lugar, porque el niño para mí no tiene que trabajar. Pero claro, yo no veía la realidad de ese país hasta que no estuve allí. Y allí los niños trabajan y ayudan a mantener a la familia. Son los testimonios personales los que realmente nos conmueven y nos invitan a pensar en que son soluciones perentorias las que hay que tomar, en la necesidad de devolverle la voz a las personas, ¿no? La cultura de paz ha quedado algo, se define ya casi como tan etérea que no percibimos que la violencia y la pobreza es uno de los principales obstáculos de esa paz. Esa palabra, el romper el silencio, es algo muy fundamental, porque si no rompemos el silencio vamos a seguir viviendo en todo ese silencio, y eso es bastante duro para una persona, ¿no? Estamos en un proceso de replantearnos también lo que da sentido a nuestra existencia y lo que puede dar esperanza para construir un mundo de más armonía y de más paz entre nosotros. Même si tu vis dans la pauvreté, il y a des gens qui ont une connaissance, la connaissance de leur vie familiale, la connaissance de leur savoir qu'ils ont puis qu'ils ne peuvent pas partager parfois dans la société avec d'autres gens.
Au Québec et partout ailleurs, les personnes en situation de pauvreté savent mieux que quiconque ce que sont des conditions de vie difficiles, l'exclusion et le combat quotidien pour s'en sortir. Pourtant, on leur demande trop rarement leur avis lorsqu'il s'agit de mettre sur pied des programmes de lutte contre la pauvreté ou pour participer aux décisions qui nous concernent tous. Depuis plus de 50 ans et sur les 5 continents, le mouvement ATD Quart Monde rassemble des citoyens de tous milieux afin de penser et agir ensemble pour changer le monde en n'oubliant personne. Une de nos actions pour mener ce combat collectif est l'Université populaire Quart Monde. C'est un lieu où il n'y a pas de choses pas correctes. C'est bon, c'est tout bon ce que les gens ont apporté de leur façon à eux. Peu importe tes connaissances, tu viens partager avec nous autres un sujet. On pense que tu n'as rien à dire, mais tu as quelque chose à dire, tu sais. Ça peut être des gens dans la moyenne, ça peut être des gens qui sont aisés, ça peut être des personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire des gens qui travaillent au salaire minimum, des assistés sociaux, des chômeurs, des travailleurs, des retraités. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui peut travailler là-dedans. On parle des femmes, on parle de la pauvreté, on parle de l'environnement, c'est toutes sortes de sujets intéressants. C'est une place que tu peux jaser, tu es à l'aise, puis que tu peux apprendre. Tu apprends des choses que des fois tu n'as jamais entendues. Tu sais, quand tu es dans un métier de piscine, tu attends à parler de quoi? Il y a des piscines. Tu n'entends pas parler d'autre chose, non? C'est ça que je dis, quand tu as un autre métier de garage, là, tu entends parler rien que du monde qui est dans le garage. Tu sais. C'est bon de sortir et aller voir d'autres choses, à un moment donné, d'aller jaser avec du monde. Puis avec un beau sourire, puis les gens sont gentils, puis on donne des petits becs, puis on se sent un petit peu en famille, dans un sens, là, c'est une sorte de climat familial. Dans une première étape, chaque participant reçoit une lettre d'invitation qui annonce le thème de l'Université populaire Quart Monde et qui propose 2 ou 3 questions de réflexion. Quelques jours plus tard, les groupes locaux et les organismes partenaires se réunissent pour répondre aux questions pour construire une réflexion collective à partir de l'expérience de chacun. Le groupe de préparation, est-ce qu'on se réunit pour l'Université populaire? Chacun a les consignes, comment ça fonctionne pour le thème. Donc, on a les consignes et on y va avec les questions qu'on a sur la feuille qui nous est envoyée. Et chacun répond à ces questions-là. Et on dialogue au travers de ces questions-là, puis on met en commun après qu'est-ce qui est le plus important. Parce que les personnes qui se rendent ici, ça leur permet aussi de voir et de comprendre mieux l'Université populaire, de pouvoir partager le plus possible. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont partagé dans le groupe, ils amènent aussi les réponses des autres dans le groupe. Plus de 100 personnes participent à cette étape dans une dizaine de groupes, à Rouyn-Noranda, Joliette, Thetford Mines, Sherbrooke, Chicoutimi, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal. À Rouyn-Noranda, on peut être 12, on peut être 8, on peut être 4, on peut être 15. Puis une personne amène une personne, l'autre en amène une aussi. C'est harmonieux, c'est quelque chose aussi moi je dirais c'est quelque chose qui est sous forme de fête aussi. Tu sais, il y a du rire dans ça. On peut mettre ça sur une chanson, on peut mettre ça sur un poster qu'on va préparer, ou une phrase, une pièce de théâtre. 2 semaines plus tard, l'Université populaire Quart Monde rassemble à Montréal une 50aine de participants venant de tous les groupes de préparation pour mettre en commun leur travail. Certains vivent la pauvreté et l'exclusion, d'autres non. Tous sont invités à participer au débat sur le thème de la soirée. La rencontre et l'échange entre des personnes de milieux très éloignés provoquent une confrontation constructive de différents savoirs d'expérience. Maintenant qu'on prend une personne qui a des préjugés assez sociaux, qui est dans ce milieu-là. Ah, tu sais, Lucie, t'écris un roman, tu fais du bénévolat, c'est le fun. Ah, ouais, je savais pas que les assistés sociaux étaient comme ça. Je pensais que c'était tout des. Tu sais, fait que là, tu sais, ça peut leur faire voir une vision différente. Puis nous autres, ça, en même temps, on peut voir, ah, tu sais, même si la personne est aisée, t'es généreuse quand même. Moi, je pensais que c'était toute une gang de cheap, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ça peut faire tomber les préjugés, puis ça peut faire comme un échange, tu sais. Je
Je pense que on peut s'apporter beaucoup, là, tu sais, en mettant pas juste des aspects sociaux ensemble. Des choses, en fait, ça m'interpelle beaucoup dans mon travail. Je travaille à la direction de santé publique. Une de nos priorités, c'est de lutter contre les inégalités sociales de santé. Et là où l'université populaire peut m'aider, c'est que quand je suis avec mes collègues et je m'oppose des fois à certaines dimensions du programme, j'ai les témoignages des gens d'ATD que j'ai entendus, qui me reviennent. Et je suis capable de défendre mon point, pas juste en citant des auteurs d'articles, mais en amenant des histoires très, très concrètes qui font la démonstration qu'il faut penser nos choses autrement. C'est important qu'on se parle exactement pour que ça s'améliore un peu. C'est dans le monde aussi. Là. Tu sais, si les riches ils se mettraient tous à parler aux pauvres, ça serait vraiment différent. Hein? Tu sais, le monde, ça s'accorde pas, ça chicane. Ça s'accorde un peu. Un lieu de partage et d'échange sur différents points de vue, différentes façons de voir le monde. Et cet échange-là permet de s'enrichir mutuellement. Donc des gens qui ne vivent pas la pauvreté vont comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté au quotidien et inversement. Donc pour moi, c'est vraiment un peu une école où chacun peut apprendre des expériences de l'autre. Et c'est pour moi un peu un des seuls lieux dans notre société où il y a vraiment cette place-là, où il y a une rencontre entre deux mondes qui sont très très différents et qui ne se rencontrent jamais en fait. Parce qu'il s'appuie d'abord sur l'expérience de celles et ceux qui ont la vie difficile, ce croisement des savoirs crée de nouvelles idées pour mieux combattre les causes de la pauvreté. Pour moi, l'université populaire, ça sert à avancer, ça sert à apprendre à connaître des situations qui se passent en société, à revendiquer des choses pacifiquement. J'en vois l'utilité où c'est vraiment de prendre la parole des gens, de ce qui se vit ici et de le faire connaître à l'extérieur. Ça sert aussi à connaître plein de monde, hein? Puis aussi à changer le moral de place. Moi, je trouve que ça me change le moral de place. Ouais. Pour moi, l'Université populaire Carmonde, c'est une université, une vraie université, mais pas des professeurs, pas des étudiants. On est tous des professeurs et des étudiants. On apprend à prendre la parole et à discuter et à être sérieux pour arriver à des résultats. C'est un endroit qu'on peut s'exprimer, qu'on soit riche ou pauvre, sans être jugé et avec grande dignité. À l'Université populaire, c'est que c'est un lieu où on passe de la honte de la pauvreté à la fierté d'un combat collectif pour la dignité de tous. Une des mamans qui vit la pauvreté a dit « Nous les pauvres », elle a dit ça aux professionnels, hein, « Nous les pauvres, on n'est pas là seulement pour vous toucher, pour vous émouvoir. On est là parce qu'on a un savoir qui vient de notre expérience de vie. » Et cette maman-là, je pense souvent à elle depuis que je suis revenue. J'étais convaincue de ça, mais j'y pense encore plus parce que je me dis, mais comment on peut arriver à faire ça? Et c'est un peu le défi que j'ai envie de vous lancer ce soir. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous se laisser toucher par le savoir, l'expérience et l'intelligence de ceux qui vivent la pauvreté aujourd'hui au Québec? Et c'est ça qu'il faut qu'on se mette dans la tête, hein, à savoir que désormais, il faut que l'on soit respecté. Et on sera respecté si on sait parler. Et si on sait parler, on sera reconnus comme des partenaires sociaux. Et si on est reconnus comme des partenaires sociaux, alors non seulement on défendra nos droits, mais on défendra les droits de tout le monde. Et si nous sommes des partenaires sociaux, nous serons comme les syndicats. Nous serons comme les associations familiales. Nous pourrons, obliger le pays à changer.
2015, les objectifs du millénaire seront remplacés par de nouveaux objectifs de développement. Leur ambition était d'améliorer les conditions de vie des personnes les plus pauvres. Qu'en est-il vraiment ? Pour répondre à cette question, ATD Quart-Monde a permis que se rassemblent des personnes à travers le monde pour apporter leur contribution sur l'impact de ces objectifs dans leur vie. Aux Philippines, 4 communautés de zones très pauvres de l'agglomération de Manille sont impliquées et s'associent avec les autorités publiques, des professionnels et des volontaires. Pag-research, pag-lista, pagkukuha ng statistics, yung mga porsyento nung naalam ng mga sponsor kung may ilan ang anak na dapat ipasok sa kung ilan ang anak mo pinag-aaral, kung ilan yung anak mo hindi pag-aralin. We think that it's useful to think with you what questions should be on the paper. We concentrate today our questions about education. Sa akin kasi gusto kong ma-express yung problema ko, problema ng kapitbahay ko, komunidad, problema ng mga kasama ko. Gusto ko marinig nila yung suggestion ko, yung mga nilalaman ng puso ko, yung experience ko sa buhay. As well as matuto rin ako sa kanila sa mga topics, sa mga sharings, different topic na pinag-uusapan sa komunidad. Pour réussir cette participation, tout a commencé par des rencontres individuelles, informelles, au plus près du quotidien des personnes vivant la misère, souvent isolées et atteintes dans leur dignité. Par une présence quotidienne, un accompagnement pas à pas, les futurs participants ont retrouvé confiance et respect pour se joindre à d'autres. De situation personnelle, l'évaluation des objectifs du millénaire est devenue un projet commun et collectif. I have the impression that the fact that we record their speech helps them to formulate the things well, and somehow it gives some weight, some importance to their words, and I think they are proud of it, and it helps also the others to listen and to be respectful to what is said by each one. I was also amazed today about the quality of the listening to each other's story. Maybe it's also the fact that they are in their own environment that helps them to express more freely. The topic of education, which is close to their concerns, their ambitions in life. Ako si Susan Regalado na nakatira sa Quirino, Pandacan, dito sa may Hilong Extension. Bali, meron akong 2 anak. Ang panganay ko ay hindi nakatapos ng high school, pero sa ngayon may asawa na siya. Ang bunso ko naman ay nasa high school na. The last study group meeting, from this we have some more questions to understand. Ang trabaho ko, isa akong mananahi sa bahay. Yun ang bumubuhay sa aming pamilya. Here you said, hindi ko nakamit ang gusto ko noong araw makapag-aral sa kolehiyo, kaya hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho sa buhay. Kasi ang magulang ko nung araw, hindi naman sila nakatapos elementary lang. Kasi kung nakatapos ka man lang ng kolehiyo, kahit paano, mararating mo yung may magandang antas na trabaho sa buhay. Hindi ko sabihin meron silang standard na hinahanap. Para makuha ka ng gobyerno na makapasok doon. Pero kahit paano, meron ka pa rin babayaran. People are very talented to tell about their life story, their experiences, and we try to record them, to transcribe it. But the challenge is to go with them to the stage of reflecting on it, to become aware of certain mechanisms. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng isang tao na nabubuhay sa kabila ng diskriminasyon. 4 na taon din po kasi akong nagtiis sa mga panghuhusga ng mga tao sa eskwelahan.
Oo, mahirap mabuhay sa kabila ng diskriminasyon. Pero minsan, kailangan mo lang talagang lumaban. Hindi dahil may gusto kang patunayan sa kanila o may gusto kang patunayan sa sarili mo, kundi dahil may karapatan ka at kailangan nilang marinig ang boses mo. Mère de 10 enfants, Marilou Magat vit dans la ville de Navotas. Elle fut une des déléguées des Philippines pour un séminaire européen à Bruxelles et prit la parole dans un atelier de l'UNICEF. Para malaman nila at makita nila yung kalagayan namin na mahihirap. Para mabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay. Para maranasan din namin yung magkaroon ng magandang kinabukasan. Cette évaluation s'est traduite par des propositions en associant professionnels, institutions, autorités, tout en partant de l'expérience des personnes les plus pauvres. Les familles se sont préparées, les institutions également, à travers différents projets. Au final, sous l'égide de l'UNICEF, chacun s'est retrouvé et mis en commun leur travail. The Fourth World Movement, we have this experience, this ethics of making sure that the people who have the hardest life can also contribute their thinking, their experiences to influence society. I think this is still very uncommon and unexperienced by themselves in other places in society. Marami pang research yung magawa na naglalaman ng mga saloobin at mga boses ng mga tao para po mas magabayan pa yung mga namumuno kung paano ba dapat i-disenyo at ipinapatupad yung mga programa. And so, when the call is for us to work together, what's very important is if we can get everyone to participate and everyone to demand, force us to do what we should be doing. So thank you. Guinoraï est un des 16 arrondissements de la ville de Pikine, à l'est de Dakar. Un lieu débordant de vie, mais un lieu abandonné. Depuis 2005, la remontée de la nappe phréatique, les intenses pluies de ces 3 dernières années ont rempli les rues, les maisons. 10% de la population vit durant toute l'année avec les inondations, et la vie n'est pas simple. Des familles entières voient leurs maisons noyées dans l'eau, une eau noirâtre, verte, mélangée aux fosses septiques. Il faut vivre au milieu de cette pollution, il faut cuisiner dans cette eau. Les écoles sont inondées, les postes de santé sont inondés, les marchés sont inondés. Il n'y a pas de sortie, la vie du quartier est menacée. Les familles partent, d'autres restent, résistent. Ce sont souvent les plus pauvres. Des membres du mouvement Télécarmonde sont présents, ils soutiennent un projet de canaux, mettent en lien les habitants aux autres acteurs, dont la mairie. Il fallait montrer que oui, il était possible de s'en sortir, mais pas sans les plus pauvres. Au Sénégal, il y a un quartier qui s'appelle Guinaouraï Nord. Ce quartier était tellement inondé pendant l'hivernage et les familles obligées à vivre dans l'eau. Puis il y a Lamine, un jeune qui s'est engagé comme volontaire permanent au sein d'Télécarmonde. Lamine incarne au quotidien cette préoccupation majeure du mouvement, faire que les plus faibles, fatigués comme on le dit souvent en Afrique,
prennent part aux initiatives, aux décisions, aux réflexions publiques. À quelques kilomètres de là, en ce mois de février 2011, c'est l'université de Dakar qui est le centre de toutes les attentions. Des milliers de personnes se mettent ensemble pour chercher aussi la possibilité d'un autre monde. C'est le Forum social mondial 2011. Quel lien entre ce combat politique, ce combat d'idées et de mots, et la réalité de vie de ces milliards d'êtres à la recherche d'une vie meilleure? Quel lien avec ces familles abandonnées, comme celle de Pikine? Parce qu'on veut en fait demander aux différents acteurs sociaux comment ils prennent en compte les plus pauvres et comment ils évaluent leurs projets en fonction du bien-être des plus pauvres et est-ce qu'ils prennent en compte leur savoir. Au Forum social des banlieues, au milieu d'un quartier populaire de Pikine, une tentative d'enraciner le débat dans les quartiers. On y parle aussi d'autres banlieues, d'autres villes inondées, d'autres déplacements de population, de non-respect des droits. Le monde est là, le Mexique, l'Inde, la France, les voisins africains. Tous témoignent. Mais Lamine veut apporter une voix neuve, celle du quotidien des milliers de familles souffrant l'exclusion. Synergie de tous, participation de tous, prendre en compte la voix des plus exclus dans les espaces où se décide le monde. Les réflexions pour de nouvelles formes de gouvernance mondiale ne peuvent faire l'économie de cette prise en compte. Guinorail est le symbole de ce défi. Parce que le Forum social mondial, il n'y a rien de politique ou de gouvernement dans ça. C'est pas comme descendre dans la rue, prendre des banderoles, mais là-bas c'est plus organisé. C'est la tête qui travaille plus que la force. Parce que notre but, ce n'était pas de critiquer. Nous, on ne veut plus de critiques parce qu'on entend que ça et rien ne se résout. On veut du concret. On peut éventuellement offrir une bourse à ces élèves-là qui seront à côté de ces femmes-là. Nous, on a l'expérience quand même d'accompagner les familles les plus pauvres, les plus diminuées, exclues dans la société. Parce que je sais que pour aider quelqu'un, il faut la comprendre avant tout d'abord. Et aujourd'hui, on sait que ces femmes ont du savoir. Elles ont besoin d'aller dans les forums, dans les conférences, les séminaires pour pouvoir s'exprimer, prendre leur vie en main. Quand je regarde les stands, quand je vois par exemple les ateliers, mais je ne vois pas les familles qui sont pauvres là. Aujourd'hui, quand tu regardes très bien, il n'y a pas de famille pauvre ici. Et ce partage, moi je pense que c'était vraiment fort et formidable qu'on puisse partager. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la première fois de rencontrer cette dame, mais il y a l'échange qui est là. Le message que nous portons a un caractère universel. L'important est l'homme. Plus l'homme est abandonné, méprisé, écrasé, plus il a de valeur. C'est un message écrit dans l'histoire de l'humanité par tous ces hommes et ces femmes qui l'ont manifesté à travers les siècles. Par tous ces peuples qui ont attendu et qui attendent encore que se réalise la primauté de l'homme dans le monde. Quelle serait la nouvelle organisation du monde pour faire face à la pauvreté grâce à une nouvelle économie? C'est qu'on pourrait dire la gouvernance. Comment on va se gouverner? Bien gouverner, ça veut dire qu'il y a des personnes qui prennent un engagement
un engagement pour que ceux qui ne viennent pas par eux-mêmes puissent avoir leur place. Il faut assurer que la voix des plus démunis, leur expertise, soit prise en compte dans la recherche d'alternatives au système actuel. Tout cela, c'est en reconnaissant que des personnes en situation de pauvreté et de misère sont porteuses de savoir dont il faut tenir compte. Il faut qu'on s'unisse, il faut que les gens bougent. Il faut que aussi les gens qui sont un peu fatigués, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'il faut qu'ils se regroupent et décident qu'est-ce qu'ils veulent changer, quoi. Le plus pauvre nous le dit souvent, ce n'est pas d'avoir faim, de ne pas savoir lire, ce n'est même pas d'être sans travail qui est le pire malheur de l'homme. Le pire des malheurs, c'est de se savoir compter pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. Le pire est le mépris de vos concitoyens, car c'est le mépris qui tient à l'écart de tout droit, qui fait que le monde dédaigne ce que vous vivez, qui vous empêche d'être reconnu digne et capable de responsabilité. Le plus grand malheur de la pauvreté extrême est d'être comme un mort vivant, tout au long de son existence. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. Je pense aussi à cette maman qui me dit combien le 17 octobre pour elle c'est un signe de fierté, un signe de, ça lui donne du jus, ça lui donne de la force quoi. Quand je pense à Emilien, chaque 17 octobre qui arrive avec son écharpe, la casquette, le t-shirt, le pim, c'est pas du tout. Il faut pas banaliser ça, je veux dire, c'est l'attachement année après année à comment le 17 octobre lui a permis de se construire en fait. Chaque morceau de vêtement veut dire quelque chose pour lui. C'est pas un collectionneur, mais ça a une vraie signification et il ose ce 17 octobre mettre les uns avec les autres. C'est aussi dire sa fidélité dans cet engagement et sa fierté dans cet engagement. Tout le monde pourrait dire qu'il se décore, pas du tout. En fait, il affiche son parcours et sa solidarité avec les autres. Souvent, on entend dire c'est la journée où les gens témoignent. D'abord, il faut arrêter de dire que les gens témoignent. Les gens, ils témoignent pas, ils font comme les autres. Ils sont en capacité d'apporter une analyse de ce qu'ils vont, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils veulent, et pas que juste un témoignage de vie. Les gens disent beaucoup plus que ça. Donc, il faut qu'on arrête d'enfermer les gens dans les témoignages. Qu'on reconnaisse qu'ils aient une capacité d'analyse. Le plus difficile dans l'histoire, c'est pas que les gens soient en capacité d'analyser des choses et de sortir d'un témoignage. Le plus difficile, c'est qu'on croit les pauvres capables de ça, en fait. Tant qu'on aura un doute là-dessus, évidemment, les pauvres ne feront rien d'autre que de témoigner. Mais en fait, là où on a du boulot, c'est pas avec le peuple. Parce que le peuple, il a les capacités. Là où on a du boulot, c'est
c'est avec ceux qui considèrent le peuple incapable. Au Burkina Faso, en ce moment, ils ont créé l'université populaire par exemple cette année. Et hier, je recevais un message de Linda, qui est volontaire là-bas au Burkina, et qui anime avec des militants, et elle me partageait qu'un homme de Burkina, M. Jean-Marie, à travers l'université populaire, découvre qu'est-ce que ça veut dire d'être militant et exprime les forces que ça peut lui demander. Pour moi, c'est ça aussi l'université populaire, c'est un lieu d'identité, de connaissance et de reconnaissance qui donne des ailes aux gens, quoi. Oui, pour moi, c'est l'ouverture sur le monde, l'université populaire, parce que ouais, tu te bâtis dans ce sens-là, tu découvres que l'autre peut parler, que tu es en capacité de l'écouter, que tu deviens au fil du temps toi-même capable de parler, que tu n'es pas jugé et que tu as des choses intelligentes à dire dont on ne peut pas se passer. Je veux dire, c'est tout ça pour moi, l'université populaire. J'y crois plus que tout et c'est merveilleux. En mi país muchas personas callan y se encierran en sí mismas a no querer decir lo que les pasa, lo que le han hecho, porque tienen miedo de que se burlen de ellas o hablen mal de ellas. Entonces, yo que he aprendido a alzar la voz por las demás personas que son humilladas, las he apoyado en lo que he podido, tratando de que les hagan valer sus derechos y que nadie se burle de nada, porque estamos diciendo en las reuniones de que nosotros tenemos que ser todos iguales, y para que haya igualdad pienso que tenemos que romper el silencio y ser escuchados, y que las personas entiendan pues de que nosotros no es que seamos que queremos las cosas así que nos regalen, no, que nosotros tenemos manos para ganarnos el sustento de nuestros niños. La cosa es que todo está caro y lo que ganamos no alcanza. Hay madres que salen de 3, 4 de la mañana para para traerles la comida a sus hijos. Son madres solteras, ya dejan a sus hijos solos todo el día. Pendant des années, les volontaires d'ATD Quart Monde, engagés aux côtés des familles qui vivaient de la décharge publique, ont cherché avec elles d'autres activités pour faire vivre leur famille. De là est né en 2009 un atelier de création artisanale à partir de matériaux recyclés. Très vite, les volontaires ont senti qu'ils devaient impliquer des familles pauvres militantes et d'autres, plus pauvres, qu'elles connaissaient dans différents quartiers de la ville. Les activités ont démarré avec une douzaine de personnes qui ont réfléchi ensemble aux différents aspects du projet: horaire, indemnité, production. Otra fue eran solo días a la semana, pero ir con mi bebé, Angie. Me resultaba muy difícil caminar hasta la Bolívar porque no estaba acostumbrada yo a salir de mi casa. Tanto tiempo, tanta distancia. Mi reto más grande fue aprender a hacer los monederos, bolsos de crochet, y ir a aprender las manualidades, ir a compartir con las personas. Fue muy difícil acoplarme, pero ahora, no sé, quiero hacerlo toda la semana. Pues lo que se necesita para, no sé, para las personas que han estado largo tiempo sin trabajo,
conseguido trabajar juntos sin tener competencias, aprendiendo uno de otro. Y he aprendido algo del proyecto, que a estar unidas, aprender que cada quien da cosas diferentes y mucha paciencia, y a tener una amistad bonita con personas que no conocía. Como dice Malena, convivir con las personas, estar juntos todos, como luego enseñarte uno a otro lo que uno puede hacer, aprender todos igual, estar todos juntos, unidos. Orgullosa de mi esposo porque él hizo una canasta para la iglesia, para donarlo, para que sirviera para la ofrenda. Y también mi esfuerzo, ¿va? Porque si no yo no me pongo de esfuerzo no voy a aprender. Entonces él me decía, tiene que poder porque va a poder. Y sí, ya que sí he podido. No me había dado cuenta de las diferencias que había entre una empresa tradicional y el proyecto de reciclaje. Ellas compartían que podían atrasarse alguna vez sin sentir la presión de que les podían despedir o la presión de tener que hacer todo perfecto, sino que les permitían equivocarse, digamos, para aprender. Para mí la convivencia es muy importante, por eso mismo, para escuchar, ser escuchado, opinar, entendernos, llevarnos bien y tener paz y armonía en el lugar de trabajo. Animateurs et participants font le maximum pour que les personnes dont la vie reste très difficile trouvent réellement leur place et soient associées à toutes les décisions. Aportan ideas para mejorar las artesanías. Para mí no podemos entender el éxito de este proyecto sin tomar en cuenta las visitas que realizamos todas las semanas a las diferentes colonias donde estamos presentes. Igualmente no se puede entender el proyecto sin pensar en el 17 de octubre, en los encuentros en familia, en las salidas que hacemos a las piscinas cada año para celebrar el Día de la Familia. Si tienen dificultades para hacer una artesanía, saben que estamos juntos en algo más amplio que solo la producción. Un partenariat avec l'université Raphaël Landivar a permis à des étudiants, tout en partageant leurs connaissances artistiques, d'approfondir leur formation. Este proyecto los ayudó a tener contacto con diferentes personas en diferentes estratos sociales donde participan todas las personas como diseñadores. Los estudiantes manejan los conceptos académicos de color, manejo de algunos materiales, pero realmente los expertos en la técnica son los artesanos. Que chicas, se vendieron las cosas y empezamos a tener más beneficios. Fue como que nos levantó. Les créations sont maintenant vendues dans le pays et à travers le monde. Porque de nada hubiera servido la capacitación y que tuviéramos viáticos de esos 6 meses si no nos hubiéramos comprometido a querer nosotros verdaderamente cambiar nuestra forma de vivir. El desafío que hay detrás de este proyecto es ser capaces de hacer sociedad juntos, de crear juntos proyectos en los que personas que tienen una experiencia cotidiana de la extrema pobreza y otros son capaces de caminar juntos. En 1989, c'était le bicentenaire de la Révolution française et il y a eu à Caen un colloque d'historiens pour signifier le lien entre le Careta de la Révolution française et le quart-monde. Il y avait une délégation de l'Université populaire quart-monde. Ils étaient 3 qui ont expliqué
ce que voulait dire faire partie de cette histoire du quart-monde, et en mettant l'accent sur ce que le Père Joseph leur avait appris. C'est là qu'on a été interpellé par un professeur, Marcel David, qui était le cofondateur des Instituts du Travail. Il disait qu'il y a 50 ans, l'université s'est ouverte au monde ouvrier et à ses représentants, pour créer justement une structure où le monde ouvrier et les universitaires seraient à parité. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne pourrait pas faire la même chose? C'est-à-dire faire en sorte que le quart-monde puisse entrer à l'université pour que justement cette histoire de lutte des populations qui vivent des situations très difficiles soit enseignée, soit confrontée avec le monde universitaire. On a cherché comment on pouvait monter un programme expérimental où il y aurait justement ces 3 types de savoirs identifiés par le Père Joseph Brzezinski, à la fois le savoir des universitaires, le savoir de l'action et le savoir d'expérience des personnes en situation de pauvreté. À chercher 2 universités qui pourraient copiloter avec le mouvement TD Quart-Monde ce programme. On a fait appel à des militants participants aux universités populaires. On va mener une recherche, un projet un peu fou avec des chercheurs universitaires. Ils ne vont pas vous questionner sur votre vie, mais vous allez mener une recherche ensemble. La plupart avaient très peu d'années d'école derrière eux. Donc il y a eu 5 thèmes de recherche, un thème sur l'histoire, sur la famille, les savoirs, le travail, les savoir-faire, et sur la citoyenneté. Une des militantes ne comprenait pas le mot citoyenneté. On a énormément travaillé avec le dictionnaire. C'est un vrai travail intellectuel, le croisement des savoirs. Et il y avait un universitaire qui avait fait un exposé, ce que ça voulait dire être citoyen pour Hannah Arendt. Qu'on n'est pas citoyen tout seul, on appartient à une communauté. Et cette militante, en comprenant ce texte d'Hannah Arendt, dit « Mais alors, moi je sais ce que je vais leur dire aux universitaires. Je vais leur dire que pour nous, quelquefois, c'est la prison qui est une communauté. » Il y a un des universitaires qui a dit « Non, mais ça, il faut évacuer cette pensée. » Et heureusement que le collègue qui était chargé de faire travailler les universitaires ensemble, qui était un universitaire lui-même, a dit « Non, attends, essayons de comprendre ensemble. » J'avais la compétence de faire travailler les militants, mais je n'avais aucune compétence pour faire travailler, réfléchir les universitaires. Je n'ai pas leur référence. Et c'était obligatoirement un autre universitaire qui pouvait les faire travailler. Et c'était pareil pour les professionnels. Ce croisement à égalité des savoirs donnait lieu à de nouvelles connaissances. Ce programme Quart-Monde universitaire a été donc validé par un conseil scientifique. Donc il y a eu un livre qui a été coécrit par les différents acteurs. Et ce livre a été présenté à la Sorbonne. Après ce programme, on se disait, mais cette connaissance, cette recherche doit aussi impliquer l'action. On a fait un nouveau montage avec cette fois-ci des personnes en situation de pauvreté, donc des militants Quart-Monde, et puis tout un certain nombre de professionnels qui étaient mandatés par leur institution, des travailleurs sociaux, des enseignants, des juristes, des gens de la formation professionnelle, de la petite enfance, de la santé, du logement. De même qu'au niveau des universitaires, on avait pris différentes disciplines, des sociologues, des juristes, des économistes, des physiciens. On a donc croisé les pratiques des uns et des autres. Et à partir de là, on a initié les coformations. Les premières, ce sont des institutions qui nous les ont demandées. Je pense par exemple à un médecin. Il a proposé une coformation au personnel hospitalier et libéral qui sait comment parler à son institution. Il sait parler à ses collègues. Je pense au Centre national de formation du personnel territorial, où là aussi, il y a un des fonctionnaires qui a mis sur place des coformations. Et là, les militants d'ATD, ils étaient reconnus comme formateurs. Mais tout ça, ça a été possible parce que la démarche
C'est une démarche très rigoureuse. On respecte leur savoir, on respecte leurs pratiques, mais on leur dit attention, il y a d'autres savoirs et d'autres pratiques et on doit confronter ces différents savoirs et pratiques. Les conseils citoyens ou les conseils de quartier, ça ne peut marcher que si les citoyens, les habitants, ils sont partie prenante, qu'ils en sentent l'intérêt. Ils sont co-chercheurs, co-formateurs, co-acteurs, mais ils apportent chacun des compétences diverses. Toutes ces actions de co-formation, de recherche, d'action, a constitué un réseau où des universitaires peuvent s'impliquer, des professionnels et plutôt un réseau de militants associatifs. Et c'est comme ça qu'on a abouti au colloque du CNRS et qui a vraiment validé l'aspect scientifique de la recherche participative en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté.